Donc on en arrive à la question clé, en fait, quel impact de ces élections pour les entreprises européennes? Le rapport Draghi met en lumière la nécessité pour l'Europe de se réveiller, donc de protéger ses actifs stratégiques, la défense, la santé, l'industrie. Comment cela va-t-il se traduire pour les entreprises européennes? Alors c'est vraiment j'allais dire, un peu le nerf de la guerre, quoi, cette affaire-là, parce que c'est une question clé. Effectivement, l'impact des choix politiques américains ont des conséquences sur l'ensemble du monde. Et donc, c'est comment ça va se traduire d'abord concrètement. On rentrera peut-être dans le détail des mesures fiscales et douanières qui seront prises, ou même en termes d'immigration. Est-ce qu'elles seront réellement prises? Et puis, effectivement, la question, c'est comment les pays aussi vont réagir à ça. Est-ce qu'ils vont rester passifs ou est-ce qu'il y aura une forme de contre-attaque à la politique assez agressive que va mener Donald Trump? Donc ça, c'est un premier point. Le point qui est quand même clé, c'est qu'effectivement, les États-Unis ont le plus gros déficit commercial du monde. Et donc, forcément, les déficits des États-Unis, c'est les excédents des autres. Et ce que veut forcément Donald Trump, c'est réduire ses déficits et il disait même reprendre les emplois qu'on lui aurait pris parce que finalement, c'est industriel, parce que ces excédents, ces déficits-là, c'est des emplois qui disparaissent. Donc, une des mesures simples, c'est de dire, voilà, on met des mesures protectionnistes importantes, c'est ce que propose Donald Trump. Ce qu'il faut savoir pour l'Union européenne, c'est que c'est le principal excédent commercial en fait de l'Union européenne. C'est un peu plus de 150 milliards d'euros sur les marchandises, même si on a un déficit sur les services, donc c'est notre principal excédent. Donc bien sûr, on a quand même pas mal à perdre là-dessus. Et dans les biens, alors je sais qu'on rentrera peut-être un peu dans le détail, nous, ce qu'on exporte, au niveau européen, ce qu'on exporte le plus, en tout cas là où il y a le plus d'excédent, c'est l'automobile. Et donc là, on pense bien sûr à l'Allemagne. Alors il faut savoir aussi qu'au sein de l'Europe, les intérêts ne sont pas convergents pour tout le monde. Les intérêts de la France ne sont pas ceux de l'Allemagne. Donc on voit qu'on peut avoir des divergences dans les réponses, y compris de politique économique. Après, on a les médicaments et les produits pharmaceutiques, globalement le matériel médical. Ça, c'est les principaux secteurs, automobiles, médicaments et matériels médicaux. Et à l'inverse, ce qu'on importe beaucoup, c'est surtout de l'énergie. Et d'ailleurs, ça s'est accentué depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, notamment parce qu'on a dû substituer notamment le gaz russe en trouvant d'autres sources d'énergie. Et notamment, il faut savoir que les Américains sont le premier producteur aujourd'hui de pétrole et de gaz, ils n'en sont pas loin. Donc, voilà, on n'a pas du tout la même balance commerciale là-dessus par rapport à l'Europe. Et pour la France, c'est quand même beaucoup moins fort. La France, c'est 7% de ses exportations. Donc, on voit que l'Allemagne est beaucoup plus exposée que nous. C'est 7% quand même, ce qui n'est pas négligeable. C'est un petit excédent. Alors, on ne va pas bouder son plaisir, parce qu'on a un déficit qui est quand même important en France. Et là, on a quand même un excédent sur les États-Unis. Et ce qu'on exporte le plus, c'est notamment les équipements et services de matériel de transport. Et dedans, c'est quoi? C'est aussi beaucoup d'aéronautique et d'aérospatiale. En fait, c'est beaucoup Airbus. Donc, il pourrait y avoir une perte pour les États-Unis à venir taxer en fait, ce type d'équipements qui sont très spécialisés et que les Américains ne produisent pas forcément ou ne savent pas bien faire. Le deuxième point, c'est l'industrie chimique et pharmaceutique, qui est aussi un point important dans nos exportations vers les États-Unis. Et puis dernier, celui qui est connu, c'est l'industrie agroalimentaire, notamment tout ce qui est vin et spiritueux. D'ailleurs, Donald Trump parle souvent, quand il n'est pas content, vis-à-vis de la France, de taxer les vins français. Donc voilà, typiquement les secteurs qui sont pas mal exposés. Par contre, pareil, ce qu'on importe le plus, c'est plutôt de l'énergie et des produits électriques et électroniques. Donc on voit qu'on a des intérêts qui sont un peu divergents selon où on se place en Europe. Mais globalement, l'Europe a des excédents sur les États-Unis, donc ça inquiète ces droits de douane. Et puis, pour terminer, petite simulation qui a été faite par le CEPI, qui est un organisme de prévision internationale, à partir d'un modèle, et qui montre, d'ailleurs, dans cette simulation, c'est d'abord que les droits de douane, aujourd'hui, moyens, aux États-Unis, sont plus faibles que la moyenne mondiale. Ils sont même, et ça c'est un peu une surprise, un peu plus faibles qu'au niveau européen. Même s'ils ont augmenté depuis... Même si, bien sûr, vous avez raison, bien sûr, s'ils ont augmenté, mais quand on voit, de façon pondérée, on est autour de 2% de droits de douane moyens, quand en Chine, on est à 5%, et en Europe, on est plutôt à 3 et quelques. Ce qui est nouveau, c'est que Trump 1 avait effectivement mis en place des premières barrières douanières, mais qui étaient sur 400 milliards à peu près, avec des taxes à hauteur de 20%. Biden n'est pas revenu dessus. Il a remis une toute petite couche, en fait, mais qui était juste sur l'automobile, les véhicules électriques, mais qui concernait, en fait, quelques dizaines de milliards d'euros. Et sur les produits chinois. Exactement. Et donc, l'impact était assez limité. C'est presque symbolique, voire politique. Mais là, on est sur une autre ordre de grandeur. C'est-à-dire que là, c'est tout. Enfin, la proposition, c'est de façon homogène. Tous les biens importés sur le sol américain seraient taxés à hauteur de 10% et 60% pour les produits chinois. Donc là, on est sur 2500 milliards. Donc c'est un choc qui est colossal, qui n'a rien à voir avec le choc
initiale protectionniste de Trump. Juste pour illustrer les choses, si Donald Trump mettait en place ces fameux droits de douane de 10% sur l'ensemble des produits importés, 60% sur les produits chinois, ça ferait un droit de douane américain moyen entre 15 et 20%, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis les années 40 à 30. Voilà. Pour vous dire l'ampleur du choc que ça créerait au niveau mondial, ne serait-ce que sur la confiance. On n'a pas vu un tel niveau de droit, on n'aurait pas vu un tel niveau de droit de douane depuis les années 40. Et donc ça, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau mondial, les droits de douane sont plutôt au niveau de, je crois que c'est autour de 4%. Donc là, on parle de 20%. Wow. Et la Chine, les droits de douane moyenne, c'est plutôt 5 à 6%. Ouais. Donc là, on joue dans une autre catégorie. La question du coup, face à ça, c'est comment les autres zones du monde, qui sont des gros exportateurs, vont réagir. Parce que là, on change de monde, clairement. Et bon, les simulations, elles valent ce qu'elles valent, mais elles sont assez intéressantes. Elles montrent que ce choc-là, même à minima, déjà, c'est 1,5 point de PIB de croissance mondiale en moins. Donc c'est quand même pas rien. Quand on parle de quelques dixièmes, c'est pas rien. Et sur le commerce mondial, c'est 3,5% d'exportation mondiale en moins. Donc ça, un gros ralentissement du commerce mondial. Et les plus gros perdants, assez logiquement, d'abord c'est la Chine. Forcément, la Chine est les plus exposée. Mais aussi les États-Unis, parce qu'en fait, cette politique-là, elle n'amène pas de croissance. En fait, elle va aussi renchérir le coût des importations. Et puis, bien sûr, on a l'Europe. Et en Europe, c'est plutôt l'Allemagne qui est la plus grosse perdante. Mais ça reste assez limité au niveau européen par rapport à Chine, États-Unis. Et il faut savoir, les pays qui pourraient en profiter, mais ça, il peut le dénoncer, Donald Trump, c'est les pays qu'on appelle l'ancienne zone ALENA, c'est-à-dire la zone de libre-échange entre États-Unis, Mexique et Canada. Si elle est maintenue, effectivement, il peut y avoir des relocalisations au Mexique, au Canada, pour éviter ces tarifs douaniers. Et au niveau de l'impact sectoriel, Maxime, quels vont être les secteurs qui vont être... Effectivement, Mathieu l'a un peu évoqué, mais là, on a un tableau qui montre un petit peu les principaux pays européens, disons les 15 premiers en termes de secteurs. Ça montre en fait le montant de leurs exportations qui vont vers les États-Unis. Donc, par exemple, si vous prenez les deux premiers, ces deux petites économies relativement, vous avez l'Irlande, les produits pharmaceutiques, c'est 32 milliards d'exportés vers les États-Unis, c'est 15% de l'ensemble des exportations irlandaises. Donc il y a de quoi être un peu soucieux pour les Irlandais. Nos amis suisses, pareil, produits pharmaceutiques. Décidément, c'est vraiment un produit dont les Américains sont très friands. 33 milliards d'exportations depuis la Suisse vers les États-Unis, c'est près de 8% des exportations totales suisses. Si on prend des plus gros pays, vous avez la Grande-Bretagne, notamment l'Allemagne. L'Allemagne, par exemple, elle exporte 32 milliards d'automobiles. Vers les États-Unis, c'est à peu près 2% de ses exports totaux. Donc c'est quand même des chiffres assez important. Mais il y a un autre point aussi, c'est que, je voudrais revenir là-dessus, c'est que Donald Trump, il faudra bien voir sa tactique pour négocier des accords commerciaux avec les pays européens et chinois. Il ne va peut-être pas forcément aller directement avec sur les 10%, sur les 60% sur les produits chinois. Une tactique pourrait dire, vous les Européens, vous allez ouvrir un petit peu plus votre marché, importer un peu plus de soja, de gaz liquéfié. C'est ce que le président Juncker de la Commission européenne avait négocié en 2018. C'est ce que les Coréens avaient négocié avec les Américains pendant la première présidence Trump. Le genre de, par exemple, on réduit aussi les normes. Les importations de véhicules américains en Corée, par exemple, ils avaient négocié, on réduit les normes. C'est-à-dire il y a plus de possibilités pour les exportateurs américains, avec des normes environnementales notamment, ou sanitaires, qui sont réduites. Donc il faudra bien voir sur quel levier l'administration Trump va jouer. Ce n'est pas forcément directement une hausse abrupte des droits de douane, mais voilà, on augmente les droits de douane si et seulement si vous ne signez pas un accord qui permette, à nos exportateurs américains de plus exporter. Mais globalement, ça va avoir un impact, donc, comme tu disais, pour les Européens, mais un peu pour toutes les entreprises mondiales. Si je reprends rapidement, sur les 2 dernières années, c'est quasiment 80% du PIB mondial qui est passé aux urnes, qui a fait l'objet d'élections, en tout cas au sein du pays. En point d'orgue, on avait donc les États-Unis, il y a l'Allemagne qui va suivre bientôt avec notamment le chancelier qui vient de licencier son ministre des Finances. Tous ces jeux-là, c'est des choses qu'on va suivre, évidemment. Comme je disais, les élections vont avoir un impact aux États-Unis, évidemment, mais également en Europe. Donald Trump nous a promis la résolution du conflit Ukraine-Russie en moins de 24 heures. Donc, fin janvier, c'est fini. Il faudra suivre également ce qu'il en est du conflit israélo-palestinien, mais également quid du soutien historique des États-Unis envers Taïwan versus la Chine. Et donc, dans tout ce schéma-là, ce qu'on va regarder, c'est un peu, on va parler des taxes, mais
comment est-ce que les entreprises européennes vont réagir par rapport à ce protectionnisme qui va limiter forcément les exportations vers les États-Unis pour les entreprises européennes. Pardon Benjamin, j'anticipe un peu une question des auditeurs. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions qui seront relayées et traitées à la fin de cet échange. Comment est-ce que vous traitez cette information? Comment est-ce que vous êtes organisé chez Allianz Trade? Et est-ce qu'il va y avoir des secteurs d'activité que vous allez plus ou moins soutenir, que vous allez privilégier dans votre politique de souscription des risques? Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on va observer ces changements. On a évoqué les différents secteurs. Je vais prendre par exemple les vins et spiritueux. Lors de la première présidence, il y avait déjà des taxes qui avaient été mises en place. Pour autant, c'est pas parce qu'il y a des taxes qui sont mises en place qu'on va se décider, maintenant, les vins et spiritueux aux États-Unis, on arrête de couvrir puisque Donald a mis des taxes trop importantes. Non, évidemment, on ne réagit pas comme ça. On va continuer de faire du cas par cas comme on l'a toujours fait. C'est des indicateurs qu'on va prendre en considération, bien entendu, dans nos analyses. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a des taxes qui sont mises en place qu'on coupe complètement l'accompagnement ou que ces entreprises vont aller très bien ou très mal. C'est des éléments qu'on prend en compte, bien évidemment. Ce qui sera intéressant de voir pour les entreprises européennes, c'est aussi de voir comment elles vont réagir par rapport à ces données et comment l'Europe va réagir. Ouais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais la taxation des véhicules électriques chinois, par exemple, très importante. Comment est-ce qu'ils vont faire pour continuer de délivrer leurs véhicules? Est-ce qu'ils vont le faire comment l'Europe va réagir? Donc on l'a vu récemment, ils ont encore confirmé la surtaxe au niveau de l'UE. Voilà, c'est des débuts de réponse qu'on retrouve. Et après, sinon, pour revenir sur votre question, comment est-ce qu'on est organisé? Vous connaissez le principe de l'arbitrage chez Allianz Trade. Donc, on a des analystes crédits qui récoltent l'information aux quatre coins de la France, si je puis dire. Et ensuite, des arbitres qui sont organisés de manière sectorielle pour répondre au mieux aux besoins des assurés. Et cette organisation-là qu'on retrouve donc pour la France, on la retrouve également aux États-Unis, pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, mais dans divers pays du monde. Donc aux États-Unis, on a des analystes crédits qui récoltent l'information, qui analysent le dossier, et ensuite un arbitre en local qui va prendre position par rapport à la demande qui est faite. Ensuite, nous, au sein de l'équipe internationale d'Allianz Trade France, on va revenir pour avoir un deuxième regard sur le dossier, prenant en compte les échanges qu'on va pouvoir avoir avec nos partenaires courtiers, mais également avec les assurés en direct. Faut dire quand même que depuis 2 ans, c'est un sujet qui intéresse énormément. On doit faire à peu près 500 rendez-vous au sein de mon équipe par an. On a fait intervenir Maxime de manière régulière, que ce soit en journée client ou en rendez-vous d'arbitrage. C'est un sujet qui intéresse vraiment énormément de dirigeants d'entreprise. Pas uniquement d'ailleurs ceux qui exportent directement avec les États-Unis, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça va avoir des impacts potentiellement indirectement également avec d'autres entreprises qui... Justement, sur les impacts indirects, il faut bien avoir en tête les potentielles ramifications de la guerre commerciale qui va être menée par Donald Trump. C'est-à-dire le but premier des Américains, et là il y a un consensus entre les démocrates et les républicains, c'est de réduire les capacités chinoises, en tout cas de limiter la hausse de la Chine dans un tas de secteurs. On parle beaucoup des semi-conducteurs, l'IA, ce genre de secteur. Et donc, on peut aussi envisager, les Américains, dire aux Européens, on ne vous mettra pas de droits de douane, ou pas de façon aussi importante que ça, si vous continuez, si vous accentuez les restrictions d'exportation vers la Chine. C'est ce qui s'est passé, ce qui a commencé sous la première présidence Trump, ce qui s'est accéléré sous la présidence Biden, c'est-à-dire, en gros, les Américains ont demandé aux Japonais et aux Hollandais, notamment, qui produisent des machines pour produire des semi-conducteurs de haute qualité, avec très peu de nanomètres. Je ne suis pas un spécialiste de la technologie, mais en gros, apparemment, moins de 2 nanomètres, c'est des semi-conducteurs pour lesquels les Chinois ont du mal à les produire. Et donc, ça rentre notamment dans les armements, stratégiques, exactement, ça rentre dans les armements, plein de choses, ce genre de choses. Et donc, je pense que vraiment, les Américains, ils vont encore plus utiliser leur pression sur les Européens pour dire, écoutez, on va encore plus limiter les exportations de produits stratégiques, sensibles, donc technologiques, mais aussi propriété intellectuelle, pharmaceutiques. Les Européens sont très bons, sont très en pointe dans la pharmacie. Donc je pense qu'il y aura aussi des ramifications sur les contrôles des exports, qui vont s'accroître dans cette ère du protectionnisme qui devient de plus en plus vraiment marquée.
Juste peut-être pour ajouter un petit point là-dessus, et c'est vrai que ce qu'on n'a pas aussi en tête, c'est effectivement la réorganisation du puzzle mondial du commerce international. Et y compris la Chine, si elle a moins accès, ou beaucoup moins accès, pour des questions de tarifs douaniers très forts contre elle au niveau des États-Unis, pourrait chercher à écouler ses surcapacités de production ailleurs, et notamment en Europe. Et donc, vous voyez, ça change quand même la donne. C'est-à-dire que forcément, le marché européen devient beaucoup plus attractif pour les Chinois dans ce cas-là. Le surplus chinois doit se déverser quelque part. Ils déversent. Donc, ça met en concurrence aussi les producteurs européens face à ce surplus chinois où ils pourraient casser les prix, même pour avoir accès. Ce qui est déjà le cas, mais encore plus, parce qu'il y a des surplus. Donc, vous voyez, ces choix-là, en fait, vont avoir des conséquences vraiment sur le puzzle du commerce mondial et il va falloir le suivre de façon attentive parce que je pense qu'effectivement, Donald Trump est quelqu'un qui fait des deals et va chercher aussi à défendre des intérêts, mais au cas par cas. Voilà. Et ce ne sera peut-être pas la politique homogène dont il parle. Un dernier point, juste, il faudra regarder aussi ce qui se passe avec le Mexique. Oui, bien sûr. Parce que Trump n'aime pas du tout les importations de produits, de véhicules produits au Mexique par des investissements chinois. Il a dit pendant la campagne électorale qu'il mettrait des droits de douane de 100 à 200%. Ils sont actuellement environ à 2,5%. Donc il pourrait se passer des choses à la frontière, on va voir au niveau migratoire, mais aussi au niveau commercial, à la frontière américano-mexicaine, où là, on pourrait avoir les douanes américaines qui vont augmenter les contrôles vis-à-vis des imports mexicains, et notamment, ils vont aussi regarder les produits, Mathieu l'a évoqué, les produits qui sont fabriqués en Chine, qui passent par le Mexique, par la zone USMCA, donc l'accord de libre-échange nord-américain, et qui rentrent aux États-Unis. Donc c'est par ce biais que les Chinois doivent essayer d'exporter leur surplus en passant par le Mexique. Et Trump est très très conscient de ce phénomène. Donc attention aux droits de douane contre le Mexique, attention au contrôle douanier et au potentiel impact sur les chaînes de valeur. Mexique, États-Unis, vous avez des produits qui traversent la frontière jusqu'à 8 fois, notamment dans l'industrie automobile, des produits 8 fois la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc c'est vraiment des chaînes de valeur très très intégrées. En fait, d'un point de vue, si je me permets de terminer, d'un point de vue secteur, pour nous exportateurs, peut-être français ou européens, les secteurs qui vont être probablement les plus impactés, ça va être l'agroalimentaire, on a parlé, les vins et spiritueux, l'automobile, la pharmacie également. Mais pour revenir sur notre organisation, c'est vraiment du cas par cas. En fait, il y a des entreprises qui vont très bien performer dans des secteurs qui vont moins bien, et inversement, des entreprises qui vont moins bien dans des secteurs ou des pays, c'est l'analyse sectorielle, mais également l'analyse pays qu'on peut faire, qui vont aller très bien dans des pays ou des secteurs d'activité qui vont moins bien. Donc on fait vraiment du cas par cas, on échange avec les acheteurs, on échange avec les assurés et nos partenaires courtiers.